Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Avec le SAES en phase avec le limogeage de Baïdala Kane et Ibrahima Diawo. Le secrétaire général du syndicat soutient qu'ils ont violé la loi 94-79 relative aux franchises universitaires. Le portrait du nouveau recteur Ousmane Tiaré à suivre également dans ce journal. C'est parti pour la 130e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Les marcheurs ont pris départ au Cap des Biches pour rallier la ville sainte. On en parle dans ce journal. Réhabilitation en vue du pont de Djambalaï après l'attaque à main armée qui avait fait un mort. L'annonce est du ministre des Infrastructures. Et puis en sport, Génération Foot, vainqueur de la Coupe du Sénégal. Les pensionnaires de Déni Biramda ont battu en finale la Renaissance de Dakar, score final 2-0. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Limogeage de Baïdala Kane et Ibrahima Diawo, le secrétaire général du SAES, se trouve normal et estime qu'ils ont violé la loi 94-79 relative aux franchises universitaires. Moustapha Sall, de son côté, demande au chef de l'État de poursuivre les sanctions et auditer le ministère des Finances. Pour Patrice Correa, secrétaire général de la coordination SAES de l'UGB, tous les acteurs, en particulier les étudiants, doivent penser à la réconciliation. En sujet signé Al-Hassan Ba et Diafar Araba. Sans détour, ils ont foutu et c'est normal que la sanction tombe. Le secrétaire général adjoint du SAES approuve la décision du chef de l'État. Ces deux personnalités ont violé manifestement la loi 94-79 qui a abouti à mort d'homme. Donc il était fait tout à fait logique soit qu'elle démissionne ou bien qu'elle soit démise. Et donc que le président fasse ça, je crois que ça peut encore montrer un geste qui est encourageant pour montrer qu'il faut que les gens acceptent comme quoi à respecter les normes de fonctionnement des universités. Mais bon, au niveau du SAES aussi, il faut aussi rendre hommage à notre collègue Baïdala Kane, malgré la faute qu'il a commise, que c'est quelqu'un qui a œuvré beaucoup dans le système de l'enseignement supérieur. Le secrétaire général de la coordination du syndicat à l'université Gaston Berger tient plutôt un discours d'apaisement après l'émotion et le deuil. Il s'agit de penser à la réconciliation. Je crois que c'est ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'avoir davantage de crises parce que les problèmes, il faut les régler, mais il ne faut pas les accentuer. La décision que le président de la République a prise peut contribuer, et je crois contribuer à l'apaisement des cœurs pour que nous allions vers cette réconciliation. C'est le plus important. Maintenant, il faut que tous les acteurs acceptent de jouer le jeu, en particulier les étudiants. Je crois qu'ils ont fait preuve de beaucoup d'efforts, de responsabilité. Nous comprenons le contexte. Moustapha Sall est d'avis qu'il faut poursuivre les sanctions, ne pas se limiter à cette décision. Macky Sall doit continuer dans cette dynamique et aller fouiller le département d'Amadouba. Parce que le ministère de l'enseignement supérieur, en personne, le ministre n'est pas responsable dans ce qui s'est passé à l'UGB. Il faut aussi le dire. La responsabilité, c'est au niveau du ministère de l'économie et des finances, au premier chef, le ministre de l'économie et des finances, la nature du contrat léonien qui le lie à Ecobank. Je crois que les exigences des étudiants devaient aussi se concentrer beaucoup plus sur le ministère de l'économie et des finances. Bon, nous, au SAES... Ils demandent la démission d'Amadouba. Non, au SAES, nous, on n'a pas la tradition de demander des démissions des personnalités, mais c'est de dire, en tout cas, de situer les responsabilités et de les sanctionner à la mesure de la gravité de leur faute. Encore une fois, je ne suis pas dans qui doit descendre, qui ne doit pas descendre. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'appeler au dialogue, à la concertation, à l'apaisement des cœurs. C'est le plus important parce que ce qui se joue, c'est l'avenir de notre université et l'avenir de nos jeunes. Baïdala Kane et Ibrahima Diawo ont été limogés par décret présidentiel à l'université Gaston Berger. Les étudiants maintiennent toujours leur mot d'ordre de grève et veulent la démission de Mary Teuw Niane et de Amadouba.
Le professeur Ousmane Thiaré, donc nommé nouveau recteur de l'UGB, il remplace le professeur Baïdala Kane dont le limogeage a été réclamé depuis la mort de l'étudiant Mohamedou Falloussen. Les premières sanctions prises par le président de la République, Aminata Mbaresso, revient ici sur le parcours et le profil du nouveau recteur de l'UGB. Le limogeage du recteur Baïdala Kane était une des revendications du collectif des étudiants de Saint-Louis suite à la mort de Falloussen. Aujourd'hui, le chef de l'État semble accéder à cette demande. Il a nommé par décret un nouveau recteur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Son nom, professeur Ousmane Thiaré. Le nouveau recteur n'est pas un novice dans le monde universitaire sénégalais. Depuis mars 2017, il occupe le poste de directeur du Centre d'excellence africain pour les mathématiques, informatique et technologie de l'information et de la communication à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Avant d'être recteur, le professeur Thiaré a servi comme professeur titulaire à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Cela remonte à 2015. Il a également coordonné le 3e cycle informatique dans la même université. De 2013 à 2015, il a été le directeur du centre de calcul de l'UGB. Professeur Ousmane Thiaré, c'est également un expert évaluateur de l'ANAQ-Sup, l'agence mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur pour superviser et régulariser les diplômes universitaires servis dans les universités publiques comme privées du Sénégal. Le professeur Ousmane Thiaré est titulaire depuis 2002 d'un diplôme d'études approfondies en informatique à l'école polytechnique de l'université François Rabelais de Tours. Il a également obtenu un doctorat unique en informatique à l'université Cergy-Pontoise en 2007. Le professeur Thiaré sert également dans la sous-région. Il est professeur associé à l'African University of Science and Technology à Abuja, au Nigeria. Mais est-ce que le remplacement du professeur Baïdala Kane par le professeur Ousmane Thiaré pourrait calmer l'ardeur des étudiants? La suite des événements pourra nous édifier. Éducation toujours, le lycée de Ndiaganiao fait face à un problème de modernité. L'infrastructure manque de blocs administratifs, de laboratoires, sans oublier l'absence de clôture. Les détails dans cette correspondance signée Abdourahmane Diallo. Le lycée de Ndiaganiao compte plus de 1000 élèves. Cette école a 26 classes physiques, mais rencontre quelques difficultés. Les laboratoires ne sont pas équipés. Et là maintenant, il n'y a qu'un seul laboratoire qui a suffisamment de paillasse pour pouvoir connaître les séances de TP. Le manque de clôture, c'est exposé aux élèves lors des séances d'éducation physique, donc à des divulgations d'animaux. Donc les charretiers des fois qui empruntent le terrain pour traverser. Cela c'est des risques maintenant où nous sollicitons au moins une clôture pour pouvoir protéger nos apprenants. Donc on n'a pas de bloc administratif. La salle informatique aussi manque au moins d'un équipement. On a quelques ordinateurs mais qui ne permettent pas à nos élèves maintenant de pouvoir faire le travail correctement. Désormais, ce lycée porte le nom de Djouma Korfaye. Avoir une école dans une zone rurale en 1946 n'était pas évident. Il fallait avoir de la vision pour pouvoir lutter pour cela. On aurait pu donner à manger à ces familles-là. Il a pensé qu'il fallait créer une école pour permettre à chacun aujourd'hui de pouvoir dire que je suis là et que je suis capable de faire ceci. Malgré les grèves récurrentes cette année, les responsables du lycée de Ndiaganiao, appelé Djouma Korfaye, espèrent avoir de bons résultats à la fin de l'année. Nous parlons à présent de la 130e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Après la messe de Pentecôte ce dimanche matin, l'après-midi a été particulièrement marqué par l'arrivée des marcheurs. 20 000 cette année, une arrivée en liesse sur le site sanctuaire. Une marche dans la joie, même si certains ont fini sous la tente de la Croix-Rouge sénégalaise. Voici quelques réactions recueillies par nos envoyés spéciaux sur place, Daniel Diouf et Mamberam Diouf. C'était une démarche de foi en compagnie de la Vierge Marie Notre-Dame de la Délivrance
et ça a été... C'est une famille, c'est une grande famille. Ça s'est bien passé, vraiment, à part qu'on a eu quelques difficultés, mais on a surmonté. Et puis, on est bien arrivé de Cap des Biches, de Mbao, jusqu'au village des Marches. Moi, je suis de MIPA, Marie Immaculée, et cette année, on a fait 2000 marcheurs, la seule paroisse qui a fait ça. Et puis, d'année en année, ça ne cesse de croître, ça cesse de croître. On est un peu fatigué, parce qu'on est un peu busy. Quelles sont les étapes qui ont été plus difficiles? Oui, nous sommes là pour gérer les urgences. Nous sommes dans la maison, dans le village des marcheurs, donc pour prendre les urgences. Vous savez, comme les gens, après une longue marche, souvent il y a la déshydratation, il y a la fatigue, il y a les os qui lâchent, les articulations qui relâchent, et tout ça constitue vraiment des circonstances qui nécessitent que les gens passent ici. Ils sont massés, ils sont tressés, ils sont réhydratés. Voilà pourquoi nous sommes là. Au niveau de la grotte, il y a de nos éléments qui sont là-bas. C'est eux qui nous transportent les victimes. Et sinon, ils viennent d'elles-mêmes. Pour toute marche, il faut se préparer en conséquence. Il y a d'abord les habits, ce qu'il faut porter. Il y a la déshydratation qu'il faut penser. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup d'eau. Et même les chaussures que l'on porte, on doit avoir les chaussures que l'on porte. On ne doit pas porter n'importe quelle chaussure. Même sur le plan habillement aussi. On marche sous la chaleur, sous la poussière. Il faut des habits adaptés. Nous restons toujours à Popenguine. Le marché bien en approvisionné, les restauratrices bien représentées également. Toutefois, la vigilance s'impose. Le service d'hygiène a mis la main sur des produits impropres à la consommation. Reportage signé Mambiram Diouf et Daniel Diouffa. L'événement est un moment tant attendu par ces commerçants. Vu le chiffre d'affaires important qu'ils réalisent, Mme Adindiaï, qui habite Dakar, se rend à Popenguine à l'occasion du pèlerinage. Voilà maintenant 12 ans. 250 000 de 250 000 de frais, sans compter le transport. Dieu merci, je pense quand même y tirer des bénéfices. Je viens de démarrer, donc je ne peux pas pour le moment évaluer ce que j'ai fait jusqu'à présent. Charles Thiam, qui s'active dans la restauration avec son collaborateur, viennent à peine de s'installer. Je viens de Kaolack, vendre de la viande de porc et du poulet aussi. Ils disent respecter les règles d'hygiène. Avant d'arriver à Popenguine, j'ai réglé tous mes papiers pour être en règle et ne pas quand même vendre sans autorisation. Et pour ça, nous passons des visites pour voir si nous ne souffrons pas de certaines maladies. Les opérations effectuées depuis 3 jours ont porté leurs fruits. Des saisies de produits impropres à la consommation. La plupart ont déjà été détruits. C'est de tous ordres, aliments périmés, aliments non protégés, vous savez qu'il y a de la poussière. Dans de pareilles circonstances, des événements comme ça, il y a la poussière qui se soulève. Donc tous ceux qui ne sont pas en conformité avec la salubrité de l'aliment vendu, donc cet aliment est retiré de la vente. Il y a du contrôle aussi dans cette dernière c'est l'homme, la personne même qui vend cet aliment. Donc cette personne doit être censée indemne de toute maladie contagieuse. Et ça, c'est du ressort du médecin. Nous ne faisons que contrôler, voir si la personne qui vend cet aliment détient ce papier médical, ce papier qu'on appelle certificat médical, visé par le médecin, que cette personne aille voir le médecin et qui atteste que cette personne est indemne de toute affection contagieuse, cliniquement, bactériologiquement, etc. Ce sera que le papier est dit. Et nous sommes chargés de contrôler. Celui qui ne détient pas ce papier, il ne doit pas vendre. En tout cas, c'est pour la sécurité de la vente des denrées alimentaires. Le service d'hygiène à pied d'œuvre rappelle les règles d'hygiène à respecter pour ne pas voir son projet tomber à l'eau.
Puis le poisson se fait de plus en plus rare durant ce mois de Ramadan. Les pêcheurs ont du mal à remplir leurs pirogues. Du coup, il faut casquer fort pour avoir du bon poisson. Comme de malheur, les vendeurs disent que les clients se font désirer dans ce reportage signé Pape Faraning et Mardia. Le marché n'est pas bien approvisionné en poissons. Les pêcheurs peinent à remplir leurs pirogues, coïncidant avec le mois béni du Ramadan, cette période où le poisson est très prisé. La pêche ne marche pas comme nous voulons ces temps-ci. C'est un peu dur pour remplir les poches. En cette période de Ramadan, le poisson se fait rare. Il faut faire 15 à 20 km en mer pour trouver un peu de poisson. Nous n'arrivons même pas à remplir la pirogue. Non, tellement c'est lol, mais ça dépend. Manque ou pas, les réponses sont diverses sur cette question. Pas beaucoup de poissons sur le marché, seulement quelques variétés. Les poissons sont un peu chers, il faut décaisser 20 000 ou 22 000 francs, contrairement à la semaine précédente où les prix étaient entre 13 000 et 15 000 francs. Les prix varient selon les poissons, mais les clients se font désirer. Les clients viennent à compte-gouttes. Souvent, à pareille période, c'était le grand rush, mais jusqu'à présent, rien. Il y a des tas de poissons à 2500, 2000, 1500 francs ou même 500 francs le tas de sardinelles. Mais les clients ne sont pas encore au rendez-vous. En ce début du mois béni de Ramadan, pour préparer un bon ndogo, il faut casquer fort pour avoir de bons poissons. Faraning, en ce mois de Ramadan, beaucoup de produits alimentaires sont étalés sur les marchés. C'est le cas à Petersen, où les commerçants disent veiller à la date de péremption de leurs produits. Un reportage signé Charles Diop et Diafaraba. Une petite vérification sur les produits. Nous sommes au marché Petersen. En cette période de Ramadan, ces denrées alimentaires s'écoulent facilement. Ici, je fais de bonnes affaires et j'avoue que je vérifie bien mes produits pour ne pas vendre de la marchandise impropre à la consommation. Ce consommateur a l'habitude de se ravitailler ici à Petersen. Toutefois, il reste prudent. Mais toujours je vérifie quoi. Ça fait longtemps que j'achète ici à Petersen. Ça, moi, je ne magnifie pas. Il faut condamner ça. Il faut condamner ça. Ce qu'il y a précise qu'il tombe parfois sur des produits avariés. C'est un marché difficile à organiser. Je trouve que les commerçants sont responsables de cette situation, car ils doivent bien vérifier ce qu'ils exposent, d'autant plus que les commerçants ne vérifient pas toujours les dates mentionnées sur les produits. Pour la santé et le bien-être des populations, ces consommateurs appellent l'État à mieux organiser ce secteur de la vente des produits alimentaires. Nous parlons de toute autre chose à présent. À Louga, la question du genre reste une préoccupation pour beaucoup de personnes, beaucoup de secteurs d'activité. La stratégie nationale de l'équité et du genre veut corriger ce manquement, et cela à travers la vulgarisation d'un nouveau document stratégique. Écoutons à ce propos Koumba Fall du service régional du développement social de Louga, interrogé par Thierno Fall. gis nañ ni ci buñ diggee secteur bu ci nekk rek am nañ ci jafe-jafe ci wàllu njàng mi maanaam xale yu jigéen ñi gis nañ ni dugg nañ bu baax ak SCOFI beeg yeete yi dugg nañ bu baax ci njàng mi ba dominer góor ñi ci boo jigee élémentaire, mais boo dikkee secondaire jëm kaw rek moyen jëm kaw secondaire rek dañuy wàcc parce que secondaire sëy yu teel yi dugg na ëmb yu teel yi dugg ba nga xamante ni loolu dafay indi ay gàllankoor ci njàngum xale yu jigéen ñi. Beneen bi mooy ci wàllu wér-gu-yaram ku ni ëmb bu teel ni jafe-jafe ci wàllu wasin bi ba nga xamante ay loraange yu bëri def ciy jógee. Suuf geet gis nañu jigéen ñi malgré que am na ay jéego waaye
nañu waree gën a mun a jot ci suuf ba gën ko exploiter duñ ko am ba nga xamante ni Louga nag ñun avantage bi ñu am mooy lu ñu rawee yenn régions yi dañu am projet bu tudd GELD def na ci jéego yu bëri ba nga xamante ni Louga dafay royuwaay ci wàllu jël en compte genre ci biir suñu développement ci activité bu mu mënti doon. Nous allons dans le sud du pays à présent. Le pont de Nyamalang sera réhabilité après l'attaque à main armée qui avait fait un mort. Le ministre des Infrastructures terrestres annonce qu'après une étude approfondie, l'édifice sera bientôt fonctionnel. Annonce donc par Abdoulaye Daouda Diallo qui était en visite dans la zone. Une correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Mandia. Le pont de Nyambalan dans la région de Ziguinchor devra être réhabilité. L'annonce est faite par le ministre des Infrastructures terrestres en visite de travail sur place. On s'est rendu compte qu'il y a quand même des efforts à faire à ce niveau et nous pensons en tout cas que d'ici quelques temps aussi, ce pont-là aussi, après des études, devra être réhabilité, disons quand même pour permettre la continuité de la circulation. Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo a visité aussi la RN6, la route des Kalounaï, mais aussi l'un des chantiers de Promoville dans la commune de Ziguinchor. C'est avec beaucoup de satisfaction donc je constate que les travaux sont en train d'avancer. Et là, c'est vrai qu'on a quand même une difficulté, c'est l'hivernage, mais on y travaillera de toute façon à encore continuer ces travaux-là. Pour ce qui concerne la RN6, nous avons constaté avec beaucoup de satisfaction que les travaux ont presque terminé. En plus de cela, on a été voir la boucle du Kanoulaï et aujourd'hui il est question de réaliser et de lancer très rapidement les travaux de la route bitumée Tobor-Diaba. Après, ce tronçon va rejoindre la Nationale 4. C'est par les investissements, c'est par le désenclavement que nous pouvons relancer donc, le développement économique de la région et par cela consolider donc, le processus de paix. Le maire de Ziguinchor s'en félicite. Et puis me réjouir surtout de la collaboration franche qu'il y a eu entre les autorités étatiques et les autorités municipales dans la définition des axes à construire, dans la conduite du processus et puis aujourd'hui du démarrage de ces travaux. Donc cette collaboration va continuer. Le chef de l'État attendu à Ziguinchor après le Ramadan devra entre autres procéder à l'inauguration de la RN6. Culture à présent, Dakar 2018, la Biennale, c'est aussi les hommages aux figures emblématiques et des artistes des Parcelles Assainies ont exposé 160 œuvres d'art de personnalités noires de l'Antiquité à aujourd'hui. Objectif, aider la jeune génération à faire la connaissance de ces hommes de valeur en exemple de partenariat entre collectivités et artistes. Un reportage signé Ibou Diouf et Mardia. Sur ces peintures, des figures noires de l'Antiquité à nos jours, que de personnalités qui se sont battues pour la cause de l'homme noir, ce collectif d'artistes a tenu à les rendre un vibrant hommage à travers cette exposition. On l'a débuté avec une sélection de plus de 160 figures noires de l'Antiquité à nos jours. On a choisi donc des figures de l'histoire pour leur rendre un vibrant hommage. Donc il y a des historiens, des scientifiques, des panafricains et de l'Égypte antique, des personnages de l'Égypte qu'on a choisis. Même il y a des artistes plasticiens dedans, il y a des musiciens, il y a des chercheurs qui sont dedans. C'est un grand projet itinérant. Parler de ces figures emblématiques pour aider les jeunes à trouver des repères et combattre la méconnaissance de leur histoire. C'est pourquoi nous avons pensé avec ces artistes-là qui sont présents à rendre un vibrant hommage aux Noirs, faire connaître ces gens-là aux générations futures, aux générations donc actuelles, disons qui sont en manque disons, de repères et qui ne connaissent pas très bien leur histoire. À l'occasion de cette biennale, ce collectif d'artistes a travaillé en collaboration avec la mairie des Parcelles Assainies pour dérouler ce programme. Connaître l'histoire, c'est important dans la vie. Donc c'est pour ça que nous avons, avec eux, donc, défini déjà un plan d'action pour le futur, mais réalisé depuis 2 ans l'exposition de ces œuvres, surtout dans le cadre de cette biennale 2018. Donc la mairie et le maire Moussassi et M. Mendy Alfred, disons, ils ont été les premiers vraiment à adhérer au projet. Et le projet a eu, comme je vous ai dit tout à l'heure, a eu à voyager, on l'a fait dans d'autres endroits. Un exemple de bonne pratique de collaboration entre les collectivités et les artisans de la localité, une autre manière de marquer la Biennale du Dakar.
Une tariqa cachée dans le livre de Dieu, la tariqa coranique. C'est le nouvel ouvrage de Ahmadien. Ahmadien, l'auteur y évoque les différentes formes d'enseignement de la Tijaniya dans le Coran. La cérémonie de dédicace a eu lieu hier. Compte rendu signé Habib Faye et Younous Diatta. Une tariqa cachée dans le livre de Dieu, la tariqa coranique, le nouveau livre de Ahmadien qui prouve l'existence du Tijaniya dans le Coran. L'auteur a essayé dans ce livre de démontrer les facettes de la tariqa dans le Saint Coran. J'ai vu que dans le Coran, il y a caché la tariqa Tijaniya. Dans 5 sourates, il a évoqué Ali Imran, Al-Ahzab, la sourate Muhammadou, Al-Farhi et As-Safi. L'auteur évoque les bienfaits de son ouvrage, une remède pour les croyants. Le livre va servir de preuve aux acheteurs. Si vous êtes de la tariqa, votre croyance va augmenter, j'en suis sûr. Si vous n'y êtes pas, ce sera une remède pour vous, car la tariqa est cachée dans le Coran. Le Coran est aujourd'hui enseigné sous différentes formes. L'auteur a apporté sa pierre à l'édifice. Avec les mots, les lettres, les chiffres, on peut apprendre le Coran. L'auteur nous enseigne dans son livre. Donc évitons la contradiction. La tariqa Tijaniya repose à part entière sur les 2 sources fondamentales, le Coran et la tradition prophétique. Ahmadien, auteur du livre Une tariqa cachée dans le livre de Dieu, la tariqa coranique incite les musulmans à implorer Dieu, mais aussi à connaître les 23 conditions faisant l'objet de la charte Tijani. Habib Faye, merci. Et puis avant de vous quitter pour ce 20h Génération Foot, vainqueur de la Coupe du Sénégal, c'était cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor, les pensionnaires de Denis Biramdao donc qui ont battu la Renaissance de Dakar 2-0 avec un but de Khadim Diawé contre son camp. C'est la 2e fois de son histoire que cette équipe de Génération Foot remporte la Coupe du Sénégal. Nous y reviendrons très certainement dans nos prochaines éditions avec nos reporters Pape Farading et Younous Diatta. Excellent suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.